Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h34. Bonjour à toutes et à tous. Vous voulez savoir? Alors parlons vrai ce matin avec Malika Sorel, essayiste numéro 2 de la liste RN aux Européennes. Malika Sorel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le débat, évoqué ici et là entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron avant les Européennes aura-t-il lieu? Je ne pense pas, parce que la logique, c'est que le président de la République a demandé à son Premier ministre de mouiller la chemise, parce que c'est panique à bord de leur côté. Et donc il a demandé au Premier ministre de discuter, débattre avec Jordan Bardella, qui est notre tête de liste. Et donc c'est ce débat-là qui va avoir lieu pour clarifier les positions. C'est extrêmement important que l'on mette sur le tapis un certain nombre de sujets qui n'arrivent pas à percer dans l'opinion, parce qu'on ne parle pas du fond. Il y a un certain nombre de sujets qui ne sont pas abordés. On est surtout dans la communication, donc on voudrait pouvoir parler, d'abord confronter Emmanuel Macron, puisqu'il s'engage lui-même, et oui, Gabriel Attal. Qui a fait de ces européennes un référendum pour ou contre Macron. Parce qu'Emmanuel Macron lui-même s'investit pleinement, a conscience que c'est son bilan qui est mis à la question, qui est soumise à la question, et absolument cette élection, c'est la possibilité pour les Français qui sont mécontents d'Emmanuel Macron, aussi bien sur le territoire national, mais également ce qui projette en Europe. Et il faut qu'on parle de ce qui se passe au niveau de l'Union européenne, c'est-à-dire le rapport Verhofstadt sur l'abandon de la souveraineté nationale. C'est extrêmement important et on n'en parle pas du tout. Et donc, le 9 juin, les Français doivent aller voter pour dire Macron. Absolument, c'est pour ou contre la politique de Macron, aussi bien en France. Ne pas accepter un débat Marine Le Pen, Emmanuel Macron? Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que Marine Le Pen refuse ce débat? Non, c'est pas qu'elle refuse, c'est que c'est Jordan Bardella, la tête de liste. Pourquoi est-ce qu'il aurait tendance à vouloir... Mais ce n'est pas Emmanuel Macron la tête de liste. Ben si, vous l'avez pas remarqué? La tête de liste, bien entendu que la tête de liste de la République En Marche, c'est Emmanuel Macron. C'est lui qui a fait son intervention à la Sorbonne. D'ailleurs, ça n'a échappé à personne, puisque son temps de parole à la Sorbonne est désormais décompté du compte de la République En Marche. C'est lui qui dit à Gabriel Attal, et vous le savez parfaitement, Jean-Jacques Bourdin, il faut absolument que vous alliez débattre avec Jordan Bardella, parce que je le rappelle, il y a le feu dans la maison Macron. Qui devrait débattre avec Gabriel Attal. Pourquoi Marine Le Pen parce qu'elle est présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, je vais vous dire. Si. Non, c'est Jordan Bardella, notre tête de liste. Présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale. Oui, mais j'ai pas dit pas du tout. Je dis pas du tout sur le vote. En quoi ça vous pose problème que ce soit Jordan Bardella? Moi, je suis sincèrement, je veux le dire ici, je suis très fière d'être sa numéro 2. J'ai connu d'autres partis politiques comme les Républicains, et je constate une chose, c'est que je découvre qu'en réalité, au sein du Rassemblement national, c'est l'inverse de tout ce que les médias ont dit aux Français. Je découvre, parce que moi qui ai travaillé avec François Fillon, que je respecte infiniment, et d'ailleurs je ne suis plus avec les LR depuis François Fillon, c'est un parti, le Rassemblement national, qui est hyper professionnel, moi j'ai fait du management, en termes d'organisation, c'est très important que je dise ce que je vis de l'intérieur, ce que je vois également dans les meetings, ce que je n'ai jamais vu ailleurs, c'est qu'il y a une ferveur, et moi ça m'a bouleversé de voir les gens, y compris des gens pleurer en prenant des photos avec Marine Le Pen. Ils ont le sentiment qu'on est leur dernier recours, et donc je veux le dire, oui, c'est vrai qu'au Rassemblement national, les Français sont respectés, et j'en suis fière. Bien, Malika Sorel, à propos d'Europe et de défense européenne, Marine Le Pen accuse Emmanuel Macron de vouloir partager la dissuasion nucléaire avec les autres pays de l'Union européenne. Est-ce que vous portez les mêmes accusations? Mais c'est lui qui l'a dit. Emmanuel Macron n'a pas fait mystère. Il en a parlé lui-même. La France restera souveraine concernant sa dissuasion nucléaire. C'est quel jour? Parce que c'est le ministre de la Défense qui a dit ça avant-hier. Vous avez avant-hier. Donc précédemment, qu'a dit le président de la République? Il a évoqué le fait que la dissuasion nucléaire soit partagée, et comme ça a soulevé un tollé. Il a dit qu'il fallait l'étendre, c'est-à-dire qu'en réalité, il fallait réfléchir au rôle de la dissuasion nucléaire française dans la sécurité collective européenne. Ça veut dire quoi, Jean-Jacques Bourdin? Vous parlez français? Bah oui. C'est réfléchi, ça
veut dire qu'il veut l'étendre. Et d'ailleurs, ça va exactement dans la droite ligne de ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'en novembre 2023, il a fait, parce que c'est le projet qui vote et qu'il avait décidé dans la Convention citoyenne, il a décidé en novembre 2023, lui et d'autres chefs d'État européens, de faire en sorte que désormais, au niveau de l'Union, on ne réfléchisse plus en termes de majorité, mais de majorité qualifiée. Qu'est-ce que cela signifie ? Je veux absolument que les Français se rendent compte qu'il est là le vrai sujet de ces européennes. Donc moi, je vais renvoyer vers l'appel de 50 personnalités, dont Arnaud Montebourg et Stéphane Rosès et Marcel Gauchet. Et que nous disent-ils ? Ils disent que là, dans cet appel de ces 50 personnalités, que ce qui se trame aujourd'hui, c'est un véritable coup d'État contre le peuple européen et les autres peuples. Ce n'est pas négligeable. Leur appel, je peux le mettre sur mon blog, il est sur le site du Figaro, je le retweeterai s'il faut. Voilà ce qu'ils disent. Bien. Non, c'est important. Jean-Jacques Bourdin, nos dirigeants s'apprêtent à prendre une décision majeure au niveau de l'Union européenne, engageant le destin de notre pays, son existence même en tant que nation. C'est-à-dire qu'ils estiment, et c'est le cas, ce qui a été voté en novembre 2023 et qui va être mis en musique si nous ne changeons pas la composition du Parlement européen. C'est pour ça que l'élection du 9 juin est importante. Et je rappelle, c'est une élection à un tour. Ne pensez pas que vous avez 2 tours, il y a un seul tour. La mobilisation est importante. Donc ce qui se joue, et je renvoie à l'appel de ces personnalités, dont Arnaud Montebourg, c'est parce que c'est moi qui suis en train de dire ça. Lisez ce qu'ils disent. Ils disent que ça entraînera le chaos en Europe. Alors j'ai des questions précises. Ne cédons pas la souveraineté. Donc Jean-Jacques Bourdin, je finis sur votre question sur le nucléaire. Ce qui se passe avec ce que je viens de dire, ce qu'il y a dans cet appel sur ce qu'ils veulent faire, c'est-à-dire enterrer les pays européens, donc on n'existera plus en tant que nation et en tant que décisionnel, ça va dans la droite ligne de ce qu'il a dit sur l'extension du parapluie nucléaire. Voilà, c'est cohérent. Sorel, le modèle social européen le plus généreux du monde. L'Union européenne a maintenu la paix sur son territoire depuis sa création. Vous êtes d'accord avec tout ça? L'économie européenne est puissante. Vous êtes d'accord avec tout ça? L'euro est une monnaie forte. L'européenne est puissante, vous plaisantez? L'économie européenne. Non, l'européenne est puissante. On espère qu'elle le redeviendra, mais c'est évident. Est-ce que l'Europe est notre avenir? Est-ce que attendez, aujourd'hui, ce qui se passe... Est-ce que l'Europe est notre avenir? Non mais attendez, l'Europe, c'est comme si je vous dis, est-ce que votre voisin est votre avenir? Ça dépend de quelle Europe, monsieur Bourdin. Donc si c'est l'Europe, c'est-à-dire besoin de plus d'Europe, de la République en marche qui va nous enlever les quelques rares leviers de souveraineté qui nous restent, c'est pas anecdotique cette affaire. Je vais publier cet appel de nouveau parce que c'est le sujet de l'élection. C'est pire que 2005. La supériorité du droit français sur le droit européen, vous êtes d'accord? Mais c'est justement... Est-ce que ce n'est pas un Frexit déguisé? Écoutez, attendez. Est-ce que vous savez, Jean-Jacques Bourdin, que dans le fonctionnement de l'Union européenne était prévu ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. C'est-à-dire que au sein de l'Union européenne, les institutions ne devaient décider que de ce qui était plus efficace. On règle les problèmes à l'échelon le plus efficace et on respecte l'identité et on respecte, ça dépend du sujet. Je viens de vous le dire, Jean-Jacques Bourdin, c'est-à-dire c'était le pragmatisme, ça ce sont les textes de l'Union européenne au début. Le principe de subsidiarité qui a été foulé aux pieds et que nous devons restaurer. Et c'est ce principe-là également qu'enterre ce rapport Verhofstadt et l'Europe de Macron. Bien. Donc ça dépend. Il ne faut pas être essentialiste et dire nécessairement. Attendez, alors, Monsieur Bourdin, est-ce que j'ai des questions précises. Pardon, mais je voudrais des réponses précises. Est-ce qu'il faut cesser de contribuer au budget européen? Oui, non. Ça dépend pourquoi faire, Monsieur Bourdin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France finance à hauteur de 26,4 milliards. Et elle a une perte nette de plus de 12 milliards. Oui. Est-ce que vous les pensez... chiffres sont contestables. Non, je suis désolée, ils se retrouvent, les chiffres ne sont pas contestables. Est-ce que les Français estiment que les 12 milliards de pertes, c'est pas assez et qu'ils veulent perdre davantage avec le projet d'élargissement, avec le problème de budget européen? Oui, non. Mais c'est pas la question. On est dans l'Union européenne, on finance un certain nombre de projets, on veut, bien entendu, il faut absolument revenir au projet initial, c'est-à-dire comme le général de Gaulle, que l'Europe est forte lorsqu'elle respecte les nations et les peuples, y compris leur identité, parce que dans le principe de subsidiarité, il y avait également le fait que des pays peuvent ne pas appliquer certaines directives ou autres en vertu du respect de leur identité. Ça a été abandonné. Bien. Donc tout ce qui fait qu'on devient plus puissant
et qu'on additionne les forces des peuples, ça c'est bon pour nous, pour l'Europe. Quand vous me dites l'Europe puissance, mais attendez, regardez les conflits. Je vous pose une question précise, encore une. Sur l'Europe, mais non, mais moi j'aime des réponses précises, des réponses courtes. Bien, alors très bien. Les panneaux solaires, les batteries, les véhicules électriques chinois, faut-il taxer comme vont le faire les Américains à 100%? Est-ce que l'Europe doit faire la même chose? L'Europe, aujourd'hui, a fait en sorte, avec le pacte vert, le pacte punitif, non, mais vous ne répondez pas. Mais je vous réponds, je suis désolée, je vous réponds. Je vous réponds, Jean-Jacques Bourdin. Il faut respecter vos auditeurs. Ils ont besoin d'informations. Mais ce qui est important, c'est le peuple. C'est nous. C'est le peuple. Le peuple, vous savez, donc, il a envie de réponses aux questions. Le peuple comprend. Est-ce que le peuple a envie qu'on favorise l'industrie chinoise qui fabrique 60% des batteries? Non. Donc c'est évident que l'Union européenne, qui aujourd'hui marche sur la tête, il faut l'arrêter par tous les moyens. Eh ben voilà, vous voyez. Mais je veux donner droits des femmes en Europe. Est-ce qu'il faut intégrer l'IVG à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne? C'est pas dans les prérogatives de l'Union européenne. Sincèrement, Jean-Jacques Bourdin, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, je pense avec rien, tout ce qui se passe, si vous pensez, bon, bien entendu, vous pensez. Non, attendez, je pense, donc je suis. Alors allez-y. Donc, il y a un certain nombre de sujets. L'Union européenne essaie de s'accaparer. C'est ce que je vous ai dit sur l'appel des 50 personnalités, de s'accaparer tous les sujets, mais qui nous fiche la paix. C'est-à-dire que l'Union européenne, moi, je viens du monde de l'entreprise. Alors en France, l'Union européenne a été puissante lorsqu'elle a respecté le fait que, par exemple, des entreprises s'unissent comme Airbus, etc. Est-ce que vous étiez satisfaite de l'inscription de l'IVG dans la Constitution en France? Oui, non. Non, mais attendez, est-ce que l'IVG était en danger? Est-ce que l'IVG, oui ou non? Non, mais c'est hors sujet. Vous me posez des questions hors sujet, Monsieur Bourdin. Donc je suis désolée, on va faire comme à l'école. Mais comme vous ne répondez pas à mes questions, ça reste hors sujet. Non, ça, attendez, c'est évident. Non, par contre, là, ne dites pas, vous répondez pas à mes questions. Je vous ai répondu sur la souveraineté. l'IVG dans la Constitution. Non, mais attendez, est-ce que ça met en péril la France, l'Union européenne? Il faut arrêter de plaisanter. Mais je vous pose une simple question. Ne dites pas, vous répondez pas, Monsieur Bourdin. Il faut du respect. Il faut du respect. Vous dites, vous répondez pas à mes questions. J'ai répondu. Je vous ai répondu sur le fait qu'on arrête les moteurs thermiques à 2035, c'est-à-dire, selon les patrons d'automobiles, 70 000 emplois supprimés à l'horizon 2035 dans l'industrie automobile. Ça intéresse les Français. Moi, je vais vous dire ma position. Ça à votre ami Victor Orban. Je vais vous dire ma position. Oui. Tous les sujets qui peuvent diviser la société française, à injecter du ressentiment. Donc l'IVG dans la Constitution divise la société française. Mais qui menaçait l'IVG en France? Personne. Donc vous êtes contre. Donc vous êtes contre. Mais c'est pas que je suis contre, c'est que je suis pour qu'on traite les sujets à l'échelon où c'est le plus efficace. Et alors, est-ce qu'on va parler d'insécurité par exemple en France? Est-ce qu'on va parler parce que vous me parlez de choses qui n'étaient absolument pas menacées. Par contre, quand il y a la souveraineté nationale qui est menacée et l'insécurité qui menace chaque Français. Est-ce qu'on vit le grand remplacement en France? Aujourd'hui, il y a. Alors, je vais vous répondre avec les chiffres de l'INSEE. 44% de la hausse de la population en France en 2017, pareil, je peux le mettre sur Internet si les gens l'ont pas, et le fait des étrangers qui rentrent sur le territoire. Donc la question c'est, est-ce que les étrangers s'intègrent culturellement? Et si on leur donne la nationalité française, est-ce qu'ils sont assimilés? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont devenus français de cœur et d'esprit? Est-ce qu'ils sont prêts, comme dit Pierre-Rosan Vallon, le grand intellectuel de gauche, à défendre la patrie? Oui ou non? C'est ça la question. La question, c'est pas la question. Est-ce que il y a le remplacement? La population française est sciemment remplacée. Par qui? Je ne sais pas, par des musulmans, par exemple. Je vous dis, ça dépend, Jean-Jacques Bourdin, si l'intégration culturelle s'effectue ou pas. Non, je dis ça parce que certains théoriciens du grand remplacement affirment que la population française est sciemment remplacée, notamment par des musulmans. Quand vous dites sciemment, ça veut dire que les élites qui nous gouvernent ont le projet de remplacer. Vous le pensez? Moi, je pense. Moi, je ne pense pas. Non, je ne pense pas que ce soit sciemment. Mais je pense que la conséquence, c'est-à-dire qu'il y a une fuite en avant régulièrement d'un certain patronat, d'une partie du patronat, d'une partie des élites qui disent « Ah, nous avons besoin de main-d'œuvre, faisons rentrer des personnes ». Alors qu'en réalité... 30 millions d'actifs dans l'Union européenne en 2050, dit le patronat français. Non, mais attendez, le patronat, que dit le patronat? Attendez, je vais vous ressortir. En Italie, le gouvernement Meloni, vous avez vu. Hein. Vous voyez, c'est vous qui laissez pas répondre. Mais non, mais je vous dis. Vous laissez pas répondre aux questions. Toujours sur le même sujet. Vous laissez... Non. En Italie, ouvre. Oui, c'est très intéressant. Oui. Pourquoi Meloni a-t-elle. Pourquoi est-ce qu'elle est en train de trahir ce qu'elle a dit à son peuple? Parce qu'elle a été élue sur le fait qu'elle allait juguler l'immigration et c'est une priorité au Rassemblement national. Oui, nous voulons juguler l'immigration.
plus d'immigration de masse sur le territoire français vu les conséquences que chaque Français peut observer. Pourquoi Giorgia Meloni a-t-elle reculé? Parce que la présidente de la Commission européenne, qui, rappelons-le, n'est pas élue. Je rappelle l'appel dit l'Union européenne aujourd'hui n'est pas démocratique. Vous avez une commission, des gens qui ne sont pas élus et qui imposent au peuple ce qu'il doit faire. Il y a un parlement. Alors, Von der Leyen, mais il n'a aucun pouvoir d'initiative législative, c'est la commission qui propose les textes. Et donc c'est la commission non élue qui impose ce que va devenir l'Union européenne. Vous trouvez ça normal? Von der Leyen a dit à Meloni: ou vous renoncez à votre politique sur l'immigration, ou vous n'avez pas un sou de l'Union européenne. Est-ce que vous vous rendez compte, quand je vous dis que par exemple la France est 12 milliards 6 ou 12 milliards 4 de pertes nettes de ce qu'on finance à l'Union européenne, et après nous n'avons pas le droit de regard sur la manière dont nous allons pouvoir utiliser au niveau de l'Union européenne notre argent, et en plus, la cerise sur le gâteau, mais c'est le pompon, la Commission qui oblige les pays à se comporter de telle manière, sinon elle leur retire le subside. Nous ne voulons plus de cette Europe. Bien. Et pour arrêter cette Europe, il faut dire non à Emmanuel Macron, non à son besoin de plus de cette Europe qui est en train de tuer les peuples européens, non. Le 9 juin, un seul tour, vous dites non, et bien. Nous participerons tous ensemble à sauver la France et sauver l'Union européenne, et j'y suis très attaché. Le fait qu'on redevienne une puissance. Sorel, avec l'Algérie, vous dites, je vous cite, il faut tourner la page. C'est-à-dire dénoncer, par exemple, l'accord franco-algérien de 1968, effacer le souvenir de la guerre entre les deux pays, on est bien d'accord, c'est ce que vous dites. Et vous dites encore, vous êtes né en France, mais d'origine algérienne, vous dites encore, jamais le désordre que j'observe en France ne pourrait être accepté et encore moins toléré en Algérie. Absolument, oui. Tout à fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'autres dirigeants, les dirigeants algériens par exemple, savent mieux faire respecter leurs lois sur leur territoire que les dirigeants français? Ça veut dire que les dirigeants occidentaux qui veulent donner des leçons à la terre entière ne sont même pas capables de faire régner l'ordre et la sécurité dans leur propre pays. Comme en Algérie. Donc, en Algérie, il y a le respect du peuple. Oui. C'est-à-dire que ça, le fait liberté de respecter... publique bafouée, attendez, monsieur droit Bourdin, de manifester bafoué, j'ai vécu 15 ans en Algérie. J'ai vécu 15 ans, c'est pas vous qui allez me donner des leçons sur l'Algérie, excusez-moi. Non, mais alors vous écoutez ce que j'ai à dire sur l'Algérie. Alors dites-moi sur l'Algérie. Parce que moi j'y ai vécu, donc faut arrêter. Est-ce que c'est un exemple? J'ai pas dit que c'était un exemple tous azimuts, mais je vous ai dit sur le point précis que j'ai abordé là, je suis désolée, je suis fière d'avoir été d'origine algérienne, d'y avoir vécu pendant 15 ans, d'avoir fait l'école polytechnique d'Alger, et c'est ce qui m'a permis, en venant en France, d'être major de promotion du MBA de Sciences Po Paris. Excusez, je suis désolée, mais c'est important de le dire. Ça veut dire que quand on vient d'un pays comme l'Algérie, on étudie bien, alors qu'aujourd'hui en France, l'école est en déliquescence. On étudie mieux en Algérie qu'en France. Écoutez, on était 40 dans la classe, il n'y avait pas un bruit, on respectait nos enseignants. Est-ce que le régime algérien est un exemple pour vous, oui ou non? Je suis là pour parler de l'Europe ou du régime algérien? Non mais attendez, monsieur Bourdin, il faut être sérieux. Non, vous êtes là, je suis là en tant que numéro 2 de Jordan Bardella. Je veux aider la France et l'Europe. Vous m'avez posé une question sur le comportement en Algérie des élèves dans la classe, c'est-à-dire le comportement des peuples. Je vous dis, le respect de l'identité du peuple se décline à tous les étages. Ça monte d'en haut, comme disent les Chinois, le poisson pourri par la tête. Aujourd'hui, en France, on a le poisson qui a pourri par la tête. Et donc, en dessous, par cascade, vous avez le fait que l'autorité n'est pas respectée. Et donc, ça se décline à tous les étages. Et ça aboutit ensuite à ce que dans les classes ici, du régime algérien, dans les classes ici, on ne respecte pas les profs. L'autorité du régime français. Je dis qu'il faut prendre chez les autres. Il faut arrêter de mépriser les autres, monsieur Bourdin. Mépriser. Non, si, parce que moi je le dis. Une partie des Occidentaux passent leur temps à mépriser le reste du monde. La conséquence, que vous avez tout le Sud global qui est en train de liguer contre nous. Après, vous me parlez d'Europe puissance, mais on est à genoux. Donc, moi, je vous dis, il faut prendre chez les autres ce qui marche. Moi, on était 40 par classe. Jamais un élève aurait pu insulter un prof. Mais c'était impensable. On étudiait, je vous dis, j'ai fait une école en Algérie, je suis major à Sciences Po Paris. Mais attendez, il faut quand même se poser la question. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, en France, nous en sommes arrivés là? Non, il faut arrêter de mépriser les autres. Il faut prendre chez les autres ce qu'ils ont de mieux chez nous. Et en particulier, le respect de l'identité du peuple. Je l'ai vécu en Algérie. J'aimerais qu'on fasse la même chose ici en France. Et je m'y attelle et j'y participe. Le Sud global soutient les Palestiniens, vous aussi?
Le Sud global soutient les Palestiniens, la cause palestinienne. Vous aussi, l'Algérie soutient la cause palestinienne, et pas que l'Algérie d'ailleurs. Moi, je vais vous dire, Jean-Jacques Bourdin, je ne suis pas manichéenne dans cette affaire, c'est-à-dire que il y a une gravité absolue dans ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël. Sincèrement, imaginez demain, ça se produit en France, je ne sais pas comment nous pourrions réagir. Je ne sais pas. Donc ce n'est pas moi. Moi, j'ai beaucoup de tristesse pour les deux parties en présence. C'est-à-dire que les Israéliens se retrouvent dans une difficulté existentielle. Ils sont entourés de pays qui veulent les rayer de la carte, en particulier l'Iran, mais d'autres aussi, des milices qui se réfugient au Liban, etc. Ils sont là. On leur dénie le droit d'exister. Regardez ce qui s'est passé. Je renvoie la tribune extraordinaire de Kamel Daoud dans Le Point, quand il compare Rima Hassan à moi, et le porté que nous portons. Quand vous avez un parti en France qui instrumentalise le sujet de cette peine, ce drame absolu entre les Israéliens et le monde arabe, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, c'est pas l'Israël et Palestine, sinon ça aurait été traité depuis longtemps. Et donc, il faut absolument rester objectif. Comprendre qu'il y a de la souffrance des deux côtés. Non mais attendez, monsieur Bourdin, Malika Sorel a demandé un cessez-le-feu. Alors nous allons écouter mais attendez, mais je viens de vous dire, il faut que les Occidentaux arrêtent avec leur arrogance. Je pense que typiquement sur ce dossier, il faut que les choses se discutent. Ses opérations il faut que ce dossier se discute pour le coup. Là, vous voyez Macron, vous avez parlé de l'IVG, vous parlez de Macron qui passe son temps avec tous les problèmes que nous avons. Il prend la pause, il parle de l'Union européenne. Allez, il est le premier candidat de la Ligue République En Marche. Mais Monsieur le Président, vous allez un peu rester dans votre bureau et travailler sur les sujets sérieux. Typiquement, ce sujet entre Israël et le monde arabe, c'est un sujet sérieux qui doit se traiter dans le bureau du président. Il faut que Emmanuel Macron un cessez-le-feu immédiat. Mais est-ce qu'elle écoutait la France ? Non, mais Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, il a demandé que la Russie arrête d'attaquer l'Ukraine. Est-ce qu'il a été écouté ? Emmanuel Macron demande à ce que cela, est-ce qu'il est écouté ? Pour être écouté, monsieur Bourdin, ça rejoint les questions que vous m'avez posées. Je vous pose une question. Pour être écouté, il faut être puissant. Aujourd'hui, et donc, pour être écouté demain, nous ne sommes pas écoutés, monsieur Bourdin. Donc, vous pouvez, comme dit De Gaulle, sauter votre chaise comme un cabril dira, il faut ci, il faut ça. Est-ce que vous accepteriez un face-à-face avec Rima Hassan ? Moi, j'accepterais un face-à-face, je vais vous dire, monsieur Bourdin. Avec Rima Hassan ? Moi, je vais vous répondre à ma question. Elle est numéro 7 sur la liste, et puis de toute façon, elle n'est pas dans l'Union européenne. Rima Hassan se bat pour la Palestine, comme si la Palestine, c'est son sujet. Elle ne parle que de ça. Est-ce que la Palestine est dans l'Union européenne ? Là, vous m'invitez en tant que numéro 2, je le rappelle, de Jordan Bardella, et pour lequel je vous appelle à voter le 9 juin, si vous voulez que vos problèmes quotidiens soient réglés. Je le répète. Donc, est-ce que Rima Hassan parle des sujets européens ? Elle parle de la Palestine. Moi, je parle des sujets européens. Par contre, j'ai déjà lancé cet appel. Lorsque je me suis lancé aux côtés de Jordan Bardella, le président de la République lui-même est intervenu dans le débat, contre moi. Absolument. Oui, il a balancé des choses. Le président de la République que vous avez sollicité pour être ministre de l'Éducation nationale. Que vous avez sollicité pour être ministre de l'Éducation nationale. J'ai travaillé avec tout le monde, M. Bourdin. Faux ? Et vous allez lire les SMS du président de la République. Oui ou non ? Allez lire les SMS du président de la République qui a le président de la République. Non mais attendez, M. Bourdin, vous pouvez, si vous posez des questions, vous attendez que je réponde. Alors donc, répondez. Le président de la République n'est pas d'accord avec ma ligne sur la défense de l'identité française, que je défends depuis 2007, mon premier livre, et même avant. Donc, même avant de publier. Le président de la République n'est pas d'accord sur cette ligne, et ça rejoint ce qu'a écrit Arnaud Montebourg et Stéphane Rosès dans leur rappel. Moi, j'ai demandé au président de la République, plutôt que de s'abaisser à ces basses manigances qui déshonorent la fonction présidentielle, monsieur Bourdin. Parce que moi, il y a des journalistes étrangers qui m'ont appelé, qui m'ont dit, votre président a communiqué les SMS de son téléphone, ça veut dire que demain les chefs d'État étrangers ne peuvent pas lui faire confiance, il peut balancer les échanges privés. Oui ou non, donc, avez-vous écrit à Emmanuel Macron pour devenir ministre de l'Éducation nationale? Mais Jordan Bardella a répondu à cette question. Non, mais moi je ne vous demande pas la réponse de Jordan Bardella. Mais oui, mais Jordan Bardella c'est ma tête de liste. Jordan Bardella a répondu à la question. Jordan Bardella, je vais les yeux dans les yeux, regardez-moi. Monsieur Bourdin. Oui ou non, avez-vous écrit à Emmanuel Macron? Tout ce que je peux faire pour aider la France et les Français, je le ferai. Mais vous vous abaissez comme le président de la République. Si vous vous abaissez parce que vous parlez de choses anecdotiques, moi je vous parle du destin de la France, de ce qui est en train de se jouer avec l'appel d'Arnaud Montebourg. Mais vous dites que le pouvoir pourri par la tête et vous vouliez y participer. Mais écoutez, pourquoi je participe à pourrir, à pour faire éviter pourrir le pourrissement? Non, attendez, pourquoi là vous venez de dire je participe à faire pourrir le... Non, donc je comprends pas. Vous dites le pouvoir pourri par la tête. Pourri par la le président de la République doit rester à son niveau.
Je veux participer au redressement de la France. Mais là, je suis donc dans le pouvoir. Je suis dans le pouvoir. Quand je conseillais François Fillon, que j'estime énormément, avec lequel je travaillais, parce qu'il me connaissait quand il était Premier ministre à Matignon, parce que j'étais au Conseil d'intégration, je participais déjà à la politique française. Monsieur Bourdin, je ne viens pas d'atterrir. Ceux qui pensent que je viens d'atterrir n'ont qu'à aller lire tout ce que j'ai publié depuis 2007. Donc je vous réitère, restons sur le fond des sujets. Le président de la République s'est abaissé à des attaques mesquines. Le désaccord de profond que nous avons, c'est sur l'identité de la France et son destin, le destin de l'Europe. J'ai dit qui viennent discuter de l'identité de la France. Lui, il avait dit il n'y a pas de culture française. Moi, je dis le contraire. Là, c'est un débat qui peut intéresser les Français. Que portons-nous en termes d'identité pour la France, lui et moi, française, issue de l'immigration algérienne, dont je suis fière parce que ça m'a donné une solidité. Ça m'a donné, le fait d'avoir grandi en Algérie, m'a donné un certain respect d'autrui, c'est vrai, et une certaine force morale. Merci Malika Sorel d'être venue nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Vous réagissez 0826 300 300 et nous parlerons de ce débat avorté. Enfin, débat. Y a-t-il eu ? Il y avait une volonté à l'Élysée. Après, Marine Le Pen, dans un premier temps, aurait dit plus ou moins oui, puis après non. La volonté de l'Élysée, on ne la connaît pas vraiment. Non, on en parlera. Faudrait-il un débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen avant les élections du 9 ? Eh bien, nous allons en parler tout à l'heure entre 9h30 et 10h. Il est 9h.